On se retrouve sur le plateau pour cette dernière séquence et on accueille Olivier Lecornec. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on a un petit peu vu sur le film, mais dites-nous qu'est-ce que fait Navia et quelle est votre vision de la mobilité de demain en fait? Alors, Navia produit des systèmes de mobilité autonome, en fait, que ce soit au niveau du transport de passagers ou au niveau de la logistique. On produit déjà ces systèmes de mobilité aujourd'hui avec un peu moins de 200 véhicules dans 24 pays dans le monde, en fait. Et on est en train de déployer aussi l'activité logistique pour du transport de bagages en aéroport. Alors comment ça fonctionne là? On se doute qu'il y a une question de connectivité à un moment donné. Alors, la vidéo est très intéressante parce que la vidéo est ce qu'on a fait à Châteauroux ensemble, en fait, l'année dernière, et on l'a fait dans le cadre de l'expérimentation avec Keolis, où on fournit une navette qui est autonome, qui est responsable d'elle-même, et qui est là avec la supervision d'un opérateur qui regarde ce qui se passe. Dans l'exemple, on peut voir aujourd'hui que le véhicule s'arrête devant un obstacle qu'il a détecté, qu'il a identifié, et se met en sécurité parce qu'il n'est pas capable de gérer le changement de ligne par rapport à des véhicules qui peuvent venir par derrière, par devant. Il peut le faire, mais pas en sécurité, donc on ne peut pas l'autoriser à le faire pour l'instant. Dans la supervision et dans les défis qu'on va avoir sur la connectivité, c'est de permettre à l'opérateur à distance, qui ne va pas opérer qu'un seul véhicule, qui va en opérer une dizaine, une quinzaine, et ça va augmenter au fur et à mesure de la maturité des softwares qui sont embarqués dans le véhicule, de venir lui donner des informations qui vont lui permettre de dépasser la difficulté. Alors, fournir ces informations-là, ça va générer un tas d'éléments sur les temps de latence, la sécurité des informations, la cybersécurité et toute la reliability qu'on peut avoir sur ces véhicules. Le test, il a été fait en 4G, en 5G, avec quelle technologie? Alors, aujourd'hui, il a été fait avec les technologies d'aujourd'hui, en 4G, sur le site de Châteauroux, qui est un site relativement préservé, où on n'a pas... On est assez peu exposé à avoir un match de foot en même temps qu'il y a l'opération de la navette. L'intérêt, c'était d'évaluer ce qu'on était capable de faire en termes de monitoring du temps de latence, synchronisation des ordinateurs, de la supervision et du véhicule. Typiquement, on a des véhicules qui vont intervenir à, on va dire, 50 km/h dans leur environnement. Le véhicule ne roule pas à 50 km/h, mais les autres peuvent rouler à 50 km/h. 50 km/h, ça va être du 20 mètres par seconde. On voit qu'on va avoir des monitorings de temps de latence à gérer en quelques millisecondes entre ce qui va se passer, ce que le véhicule va remonter, envoyer à la supervision et ce qui va revenir au véhicule. Donc on a mis en évidence le pipe qui permettait de gérer l'ensemble de ces éléments-là, que ce soit de l'œil de la caméra jusqu'à l'écran de l'opérateur, jusqu'à la redescente sur le véhicule. Et la 5G là-dedans, ça va vous apporter une meilleure latence, je suppose, une stabilité des Alors, flux? la 5G va apporter des éléments sur la qualité de service, sur la cybersécurité, sur l'isolation des flux, qui vont nous permettre de pouvoir avoir des véhicules qui vont pouvoir intervenir dans n'importe quels environnements avec des qualités de service qui vont être opérationnelles. Aujourd'hui, on a des véhicules qui interviennent déjà, par exemple, à 51 sur une ligne commerciale avec Keolis, qui est à 490, où il n'y a que des véhicules autonomes, mais on a un opérateur à bord. Si on veut pouvoir déporter cet opérateur qui va opérer 5-10 véhicules dans un centre de supervision, il va falloir qu'on soit sûr, si le véhicule s'arrête au milieu de la route devant un sac en papier, que l'opérateur est dans tous les cas capable d'aider ce véhicule-là. Sinon, le véhicule va rester et immobiliser toute la circulation qui est derrière et créer du coup des problèmes de sécurité. En l'état actuel de la science, entre guillemets, et de la législation, c'est pour quand les véhicules 100% autonomes? Là, on voit qu'il y a une sécurité avec un lien avec un opérateur. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver ou c'est quelque chose sur lequel on n'y arrivera pas tout de suite? Alors, 100% autonome, ça veut dire sans conducteur à bord. Il y a deux items. Il y a l'item du véhicule full autonome, le mythe qu'on peut voir partout, des véhicules qui vont rouler partout, dans toutes les villes, dans toutes les conditions, et il n'y aura plus de conducteur à bord. Ça, on peut parler de dizaines d'années, voire plusieurs dizaines d'années, puisqu'on est sur des services qui, quelque part, n'ont pas de vrai business model aujourd'hui. Ce qui va intéresser les clients sur ce type de véhicule aujourd'hui, c'est typiquement du highway chauffeur, un véhicule qui va conduire tout seul sur l'autoroute. Ça a un vrai sens. Éventuellement du traffic jam, ça a un vrai sens aussi, bien que moins. Mais il y a assez peu de clients sur ce genre de solutions-là. Si on regarde typiquement les ventes d'Audi, par exemple, Audi, on n'a que quelques pourcents de véhicules qui sont équipés de ces technologies-là. Et encore, elles sont la plupart du temps en vente forcée. C'est-à-dire en vente forcée, si vous voulez le vrai pack luxe, vous achetez les options de façon obligatoire. Si on parle de véhicules autonomes de niveau 4, c'est-à-dire des véhicules qui vont être full autonomes, mais qui ne vont pas rouler partout, qui vont rouler dans des conditions spécifiques, on est en train, en tout cas, dans notre vision de ces véhicules-là, de parler de quelques dizaines de mois.
Alors, ce sont des véhicules qui ne rouleront pas partout. C'est des véhicules qui offriront cependant des vrais services en irrigation des zones rurales, en services en zone verte dans les villes denses et aussi sur du suburbain. Je suppose que vous discutez avec les grands parcs de loisirs, etc. C'est ça vos grandes discussions actuellement, par exemple? Pas réellement. Aujourd'hui, on peut discuter on vient par exemple de lancer un déploiement aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Angleterre, sur le parc de l'ESA. On est en train de faire des déploiements aussi avec Berthollet sur des zones rurales. Toutes ces zones-là sont des zones où il y a des vrais marchés, en fait. Et où aujourd'hui, les collectivités, les entreprises ne sont pas capables de déployer des systèmes de mobilité parce que le coût de revient est trop important. Le véhicule autonome avec la supervision va permettre de déployer ces services et en même temps de pouvoir le redéployer à demande. Typiquement, on peut avoir un véhicule qui va faire la gare, la mairie le matin et qui l'après-midi va faire l'irrigation de la zone commerciale pour des personnes avec des mobilités plus réduites. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était très clair, c'était en tout cas très instructif. Peut-être un dernier mot sur vos projets que vous avez dans les cartons, si vous pouvez en dire un mot. Ben, on a la prochaine étape, l'étape de la suite de Châteauroux, en fait, qui est pouvoir donner toutes ces informations sécurisées à la navette, aider la navette à distance, qu'on appelle nous la V-Shepard, c'est le monitoring de toutes ces navettes, et l'information qui est donnée par l'opérateur à distance, sur lequel on est en train de voir les nouvelles étapes ensemble, et on est en train de travailler avec les équipes de BS et Orange pour aller vers de nouvelles étapes par rapport à ça, et notamment aussi avec de l'intelligence dans le cloud qui sera nécessaire. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon et merci pour la qualité de la collaboration avec les équipes d'OBS sur ces sujets de connectivité. Merci d'être venu.